Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation sur les XSS, qui ici sait ce qu'est une attaque de cross-site scripting. Ok, bon, il y a quelques personnes, revoyons les bases. Donc une XSS, c'est sur un site internet, souvent on veut faire un site dynamique qui affiche des informations de l'utilisateur, par exemple son nom. Une XSS, c'est quand l'utilisateur va pouvoir mettre une entrée qui va être de l'HTML, pour par exemple deface le site, afficher ce qu'il veut, des images, ou surtout du JavaScript. Et du JavaScript donc arbitraire qui peut par exemple voler les informations des utilisateurs comme ces infos de connexion sont cookies. Et là du coup, quand un utilisateur va aller sur le site qui est attaqué, et bien du coup il va aller dessus, directement le code va s'exécuter et par exemple son cookie de connexion, il va se faire quoi? Il va se faire voler, envoyer sur le serveur de l'attaquant. Donc comment ça marche en technique? Eh bien il y a plein de types de XSS différentes. Et surtout, personne n'est d'accord sur quel type vraiment ça existe et quelle attaque va dans quel type. Mais bon, globalement, il y a 3 versions différentes qui existent, les réfléchis, les stockés et les DOM. Commençons par la plus simple, l'attaque réfléchie. Comment ça marche? C'est le site internet va prendre en paramètre, généralement un paramètre d'URL, des informations de l'utilisateur, comme le nom. Et du coup, il va générer de l'HTML à partir de à partir de cette info. Sauf que là, du coup, l'HTML, il n'est pas nettoyé, il n'est pas encodé. Et du coup, le nom d'utilisateur, Lucas, ça va, il n'y a pas de problème. Mais si je mets une balise script, eh bien, du coup, le navigateur Internet, il va l'exécuter. Il va dire, oh, ça vient du serveur, c'est de confiance. Et du coup, là, il va afficher, bon, une petite pop-up qui affiche 1, on s'en fiche. Mais généralement, ça peut être un code qui vole les cookies, par exemple. Cette attaque-là, elle a réfléchi, elle n'est pas persistante. C'est vraiment, il faut passer par cette URL-là qui contient ce code précis. Et si jamais on va sur le site de manière normale, le code n'est pas exécuté. Il faut vraiment qu'il y ait une attaque de phishing, que quelqu'un clique sur ce lien précis, donc avec ce payload, ces paramètres, pour que ça soit exécuté. Donc vraiment, vulnérable qu'au phishing, ça va encore. Ce qui n'est pas le cas de la XSS stockée. La XSS stockée, c'est quand on met, par exemple, le nom d'utilisateur dans la base de données, et que cette info dans la base de données, elle sera redistribuée ensuite sur d'autres pages, à nous, mais aussi à d'autres utilisateurs. Par exemple, imaginez au hasard, sur Twitter, imaginez que vous pouviez faire un tweet qui contient du script custom dedans. Du coup, tous vos followers qui vont aller sur Twitter, ils vont charger votre tweet, et ça va exécuter le code pour voler tous les cookies. Et imaginez encore plus drôle que ce code, en plus, il retweet automatiquement votre tweet. Du coup, tout le monde, comme ça, va partager à ses followers et ça va devenir un ver qui va se propager, contaminer tout le monde. Ça serait drôle, hein. C'est arrivé il y a 15 ans, c'était le bordel. Donc faites gaffe. Ça, c'est XSS. Pour l'instant, c'est le serveur qui génère du code à partir d'une entrée qu'on a envoyée. Mais aujourd'hui, les sites internet, ils peuvent se mettre à jour un peu dynamiquement, ils peuvent modifier leur HTML, avec du coup modifier leur arbre, leur Document Object Model, le DOM. Du coup, la DOM XSS, c'est un peu plus difficile à détecter, parce que là, par exemple, on a une page qui affiche juste un utilisateur qui est none, qui n'est pas initialisé, il n'y a pas de vulnérabilité, on se dit, pas de problème. Sauf que dedans, il y a un script qui va faire plus tard, on ne sait pas quand, une requête à une API, et cette entrée, ce résultat, il va modifier la page web avec inner.html, modifier, et du coup l'insérer. Et là, notre XSS, du coup, elle sera exécutée après, à ce moment-là. Du coup, c'est plus difficile à détecter. Et c'est un type de XSS qui se rajoute par-dessus, elle peut être stockée ou réfléchie, et du coup, donc, il y a les XSS classiques et les DOM. Comment on les détecte, ces vulnérabilités, quand on fait un site internet? Eh bien, on peut tester manuellement, mais le problème, c'est qu'il faut tester toutes nos pages, toutes les entrées utilisateurs, tous les paramètres d'URL, les formulaires. C'est un peu long. En plus, il y a plein de payloads différents qui existent, parce qu'il y en a qui passent certains firewalls et d'autres en fonction des types de XSS, c'est un peu compliqué. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un outil qui fait ça automatiquement, donc un scanner comme OWASP, ZAP ou Burp, qui lui, du coup, va
scraper le site internet, chercher toutes les pages, chercher toutes les entrées utilisateurs, faire tous les payloads. Ça envoie à balle des requêtes, et après, ça nous fait un petit rapport super bien détaillé, bien joli. Attention toutefois, ça peut ne pas trouver certains trucs difficiles à déclencher. Par exemple, s'il faut être authentifié, ou si jamais c'est en plusieurs étapes qu'il faut déclencher, l'outil risque de ne pas le trouver. Et pour les DOM XSS, justement, plus difficile à trouver, il y a une extension de navigateur qui est très pratique, qui s'appelle DOMlogger++. Lui, du coup, vous allez sur un site et il va lister toutes les modifications qui sont effectuées dynamiquement à la page. Et du coup, on peut rechercher dessus des mots-clés. Et s'il y a une entrée qui nous intéresse, on peut afficher la trace d'exécution et même le debugger. Donc très pratique pour trouver des XSS là-dessus. Donc ça, c'est 3 types de XSS. Mais pour les gens qui connaissaient déjà le sujet, je vais vous présenter un type qui est vraiment tricky et marrant. C'est la Self-XSS. Et là, vous le voyez 2 fois. Pourquoi? Eh bien parce que les gens, ils sont jamais d'accord sur la terminologie. Et quand vous voyez Self-XSS, la moitié du temps, c'est un autre type que je vais appeler la console XSS. Et en vrai, c'est quoi? Bah, c'est un peu nul parce que c'est pas vraiment une XSS du tout. C'est juste du social engineering. C'est vous dites aux gens, et regardez, vous pouvez hacker le Facebook de votre copine, c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur Facebook, d'ouvrir le truc de hacker qui s'appelle la console, là, comme ça. Avec ça, vous pouvez pirater comme la NSA. Vous copiez-collez notre code, notre truc, vous appuyez sur Entrée, et paf, ça y est, vous avez le compte de votre copine. Du coup, évidemment, vous copiez-collez un code pour voler vos identifiants de connexion. C'est de la merde, c'est du social engineering, il n'y a rien de technique. Et surtout, ça ne marche plus, parce qu'aujourd'hui, le copier-coller, c'est désactivé par défaut, et il vous affiche un petit laïus, généralement double, les développeurs du site aussi le font, et qui disent, attention, c'est très dangereux. Donc, ça marche vraiment pour les gens pas très bons, mais voilà. Non, ça, on le jette à la poubelle. Moi, je vous parle de la vraie Self-XSS. C'est quoi? C'est une XSS que vous pouvez déclencher que vous-même, vous pouvez que vous attaquer vous. Comment ça marche? C'est généralement sur un site où il faut être connecté, genre sur Amazon. Votre adresse de livraison, elle est privée, il n'y a que vous qui pouvez y accéder. Genre, imaginez, vous trouvez une vulnérabilité où vous pouvez mettre sur votre adresse de livraison un script qui sera déclenché, et du coup, les autres utilisateurs, ils verront jamais votre adresse de livraison, ils déclencheront jamais le truc. Donc on se dit, c'est un peu nul, quoi. Mais il y a certains moyens pour faire en sorte que les gens se connectent à notre compte. Genre vraiment, avec une requête HTML, ça va se connecter à notre compte, et puis du coup, les gens peuvent déclencher la XSS. Mais ils sont connectés à notre compte, donc c'est de la merde, ça sert à rien. Mais attendez, donc là vous vous dites, bon, mon site internet, il y a une Self-XSS, c'est pas grave, franchement, il n'y a aucun risque, les gens se hackent eux-mêmes, tant pis, quoi. Mais attendez, il y a un cas précis où on peut voler les informations d'autres utilisateurs. Il y a des prérequis un peu compliqués. Déjà, donc, vous devez avoir votre site qui est vulnérable à ça. Il faut que la victime soit connectée au site internet, déjà, donc dessus. Puis ensuite, aussi sur votre page de login, il faut qu'il manque certaines features de sécurité qui permettent d'envoyer la requête de connexion pour que la victime puisse se connecter en tant que votre compte. Et puis ensuite, c'est une attaque avec du phishing. Du coup, il faut que la victime clique sur un lien pour aller sur votre site, où là, ça va déclencher l'attaque. Donc compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe si la victime est connectée et elle arrive sur notre site qui est attaque.com, le site du hacker? Eh bien, première étape, attaque.com va ouvrir un onglet. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous ouvrez un onglet, les deux peuvent communiquer ensemble. Regardez, là, du coup, l'un peut récupérer le contenu de l'autre. Du coup, c'est pratique. Donc là, sur le premier onglet, on redirige vers le site vulnérable, où dessus, il y a des secrets. Genre au hasard, un IBAN. Mais attention, là maintenant, les deux onglets peuvent plus communiquer ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécurité des navigateurs Internet qui s'appelle la Same Origin Policy, la SOP, qui fait que si c'est deux sites différents, ils ne peuvent plus communiquer. C'est un peu normal parce que sinon vous allez sur n'importe quel site et le site il peut dire « Ah je vais récupérer les infos de Facebook, de Netflix, tous vos identifiants. » Ça serait débile. Donc il n'y a que le même site qui peut communiquer entre eux. Normal jusque-là. Donc sur notre onglet qu'on maîtrise toujours, sur attaque.com, on va envoyer les informations de connexion pour se connecter sur vuln.com avec les identifiants du hacker. On va sur vuln.com,
on est le hacker, et dessus, donc on avait dit, il y avait une XSS. Donc on peut exécuter du code. Et on se dit, on peut exécuter du code sur mon onglet, sur mon compte hacker, mais attendez, j'ai 2 onglets, et ils sont sur le même site. Du coup, ils peuvent communiquer. Et du coup, je peux dire, vas-y, onglet de droite, récupère les infos de la victime. Et ça fonctionne. Et voilà, une self-XSS qui fonctionne. Avez-vous des questions? Oui? Le self-XSS, ça peut aussi permettre d'attaquer les admins du site? Oui, aussi, oui. Enfin, toutes les personnes qui sont connectées. Après, il y a 2 types de XSS. Là, je l'ai appelé ce talk tout sur le XSS, mais à la base, c'est un talk de 30 minutes, donc je peux le faire encore 2 fois là-dessus. Mais oui, le but d'une XSS, justement, c'est que ça peut attaquer d'autres personnes, mais c'est encore mieux si c'est des admins, quoi, généralement. Oui. Il y a un truc que j'ai pas compris sur le DOM XSS, c'est que le DOM XSS, tu vas charger en asynchrone des ressources en externe, Ouais. mais qui injecte ces requêtes asynchrones? Alors, du coup, c'est pas toi-même qui va injecter... Non, les requêtes asynchrones, elles sont faites par le créateur du site, Ouais. parce que c'est développé. Et du coup, donc, le contenu de l'asynchrone, c'est par exemple, si jamais tu vas sur le profil de quelqu'un et que dessus, il a mis sur son profil un truc qui est un payload de XSS, et bah du coup, ça sera chargé, ça sera injecté, quoi. Genre, si c'est un tweet, bah voilà, il va récupérer le contenu du tweet, il va l'afficher, et dessus, en fait, ça sera ça, quoi. Voilà. Oui? Est-ce que tu as en tête des stats sur les sites qui sont vulnérables au XSS? Quasi tous. Enfin, en vrai, c'est quasiment, donc tu as l'OWASP, c'est un projet qui affiche les vulnérabilités les plus courantes sur les sites internet et tout ça. Les XSS, c'est une des 10 les plus importantes. Et enfin, il y a plein de trucs pour sécuriser son site et tout ça, dont je pourrais parler peut-être pour un prochain talk. Mais globalement, il faut faire gaffe parce que c'est un peu facile de tomber, d'avoir des XSS, quoi. Il y a plein de manières différentes de se prendre des XSS, plein pour s'en protéger aussi. Mais c'est facile quand tu fais du web de se taper un XSS. Après, en général, les outils qu'on utilise maintenant ont des sécurités. Ouais, maintenant, il y a des sécurités, mais il y a aussi des moyens de se jeter une balle dans le pied et tout ça. Et voilà, quoi. Enfin bon. Tout ça, du coup, c'est avec le JavaScript, avec le WebAssembly, c'est mieux? C'est du JavaScript. C'est autre chose, le WebAssembly, mais... S'il y a une grosse migration... Bah, si je dis pas de bêtises, enfin, le WebAssembly, c'est plus utilisé pour faire des... Comment dire? Pour faire des... Oui, back-end, et pour faire des animations, des trucs, comment dire, exécuter du code, afficher des jeux. Mais quand on fait un site internet, généralement, il n'est pas en WebAssembly, il reste en HTML classique. Donc, c'est dynamique, on est obligé de toujours avoir ce oui, problème. non, il y aura toujours de l'HTML, du JavaScript, et il y aura toujours des injections. Voilà, quoi. Ouais. Ah, oui. Si on développe un site web, évidemment, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de faille XSS dedans. Est-ce que si on fabrique une application, mais qui intègre un navigateur, c'est aussi quelque chose auquel il faut faire gaffe? Ou globalement, on va considérer que c'est un... Oui, alors justement, là, c'est partie de talk prochaine fois peut-être. C'est encore pire, parce que du coup, si tu fais ton application qui intègre un navigateur, déjà, si tu fais mal ton application, tu as une XSS, donc ça fait que ton site, enfin le contenu de ton site est vulnérable, les identifiants du site pourront peut-être leaker. Mais en plus, si tu fais mal l'intégration de ton navigateur, tu as une RCE, c'est-à-dire exécution de code sur Windows. Et là, du coup, c'est genre un virus où tu peux récupérer toutes les informations de la victime, installer un mineur crypto, tout ça. Donc c'est encore plus dangereux. XSS to virus. De faire en sorte de désactiver l'accès au web de l'application, ou c'est nettement plus que ça? Attends. Ah oui, donc tu veux faire une... Dans le sens où tu utilises un navigateur intégré, mais juste pour faire l'interface graphique. Ah oui, et du coup que ça fait pas de web. Bah ça dépend. Par exemple, tu avais sur... parce que tu as toujours des inputs, et tu avais sur Draw.io, donc le logiciel de dessin,
pareil, normalement, ça accède pas forcément à Internet, mais si tu charges un projet qui est vérolé, et bah, du coup, ce projet, il va potentiellement déclencher une XSS et ensuite du code sur Windows, quoi. Voilà, donc si tu fais vraiment un projet qui n'accepte aucune entrée utilisateur, aucun truc, oui, pourquoi pas, mais du coup, c'est généralement pas très pratique. Oui. Plus un partage, une question. J'ai appris dans le cadre d'un projet, en fait, on ne peut pas faire de SVG inline sans s'ouvrir aux XSS, aux attaques XSS. Si on a un SVG soumis par des personnes non confiance, Oui. Si on prend une line, on est foutu. Oui, effectivement, parce qu'avec les SVG, il y a plein de trucs très marrants avec les SVG comme vecteur de XSS, mais effectivement, il faut faire gaffe, quoi. Et oui. Super. Merci. Et bon, dispo après pour d'autres questions.